Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Arlette Constant-Pujard, docteur en droit public, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre national des arts et des lettres, enseignante-chercheuse à l'université, directrice du CNFPT Martinique depuis 2010, écrivaine martiniquaise, coach professionnel, mariée et mère de 2 enfants. Bonjour Arlette. Bonjour Karina. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je suis martiniquaise, tout simplement. Et j'ai envie de dire que je suis une touche à tout. Je suis passionnée par tout ce qui se passe à Martinique autour de moi et très curieuse de tout, depuis la petite enfance. Tu as un personnage inspirant? Bon, j'en ai plusieurs, Mhm. mais disons Angela Davis, ce qui me vient à l'esprit, D'accord. Et pourquoi? par son aspect combatif, voilà, et par sa représente aussi, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de la rencontrer en 2019 à l'EHPAD Emma Ventura, Mhm. qui la recevait, donc, et c'est un lien avec mon livre. Donc je suis très heureuse de la côtoyer. Et en plus, elle parle très bien français, donc je n'ai pas eu à utiliser mes talents linguistiques. D'accord. Voilà. Et un autre, peut-être pour partager avec nous? Obama, Mhm. c'est... Barack ou Michel? j'ai tiré les deux, le couple, voilà. Parce que c'était un symbole déjà, son élection, et puis parce qu'il a fait aussi ce qu'il représente. Et puis j'ai lu ses ouvrages, que j'ai beaucoup aimés aussi. La trajectoire de vie est passionnante. D'accord. Et au niveau local, je crois savoir que Édouard Glissant, tu l'as beaucoup lu, il me semble. Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, un peu comme tout le monde. Mais j'avoue que j'aime aussi les auteurs moins connus en Martinique, les conteurs, comme Jules Duranty par exemple, que j'apprécie ses ouvrages également. Mhm. En quoi? Parce que j'aime beaucoup les Tim Poissec, tout ce qui compte, tout ce qui nous rappelle l'enfance aussi. Et son écriture me plaît beaucoup. Et il écrit beaucoup aussi pour les personnes âgées, notamment pour l'Âme d'Or. Chaque année, il fait un texte particulier qui me touche beaucoup. Mhm. Tu es restée une grande enfant, en fait. Peut-être, peut-être. Donc, on a vu quand même que tu es une femme d'action, tu es une grande humaniste, tu es passionnée par tout ce qui t'entoure, d'où tes multiples casquettes et des activités plurielles. Donc, la liste est longue à énumérer, je vais quand même essayer, hein, parce que c'est important. Donc, fervente supportrice de l'OM, passionnée d'histoire, de culture et de management, de relations humaines, de développement durable, découvreuse de talents, coach, mentor, leader inspirant. Tu pratiques le tai chi, le collage, le théâtre et tu es une adepte de l'ikebana. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour le début, pour l'OM, simplement, ça me ramène à mon enfance à Marseille. Et mon père adorait le foot, il était goal d'ailleurs. Et toute petite, bon, j'allais au stade Vélodrome avec mes frères. Et j'adorais l'ambiance qu'il y avait au stade. Et j'avoue que voir tous les Marseillais monter la Canebière en chantant, c'est fantastique. Et le maire de l'époque, Gaston Defferre, avait compris ça. Et il prenait en main vraiment l'équipe qui recevait à la mairie régulièrement. Et ça mettait une ambiance dans la ville, mais également une osmose entre les habitants, puisqu'il y avait toutes sortes, j'ai envie de dire, de nationalités à Marseille. C'était vraiment une capitale euh, plurielle. Et j'ai vécu donc dans cette ambiance-là. Et j'ai un souvenir donc très fort avec l'OM. Un peu moins maintenant parce que j'ai d'autres activités, mais à l'époque, je suivais vraiment les évolutions de l'Olympique de Marseille. D'accord. Et donc, justement, de cette période à Marseille, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la petite Arlette là-bas? Est-ce que tu es arrivée en Martinique en 1979? Oui, alors j'ai envie de dire que j'ai eu la chance de pouvoir venir à Martinique tous les 2 ans, puisque mon père travaillait à la CGT, l'ancienne Transat, et on avait droit donc à un voyage tout frais payé, donc de Marseille jusqu'à Fort-de-France. Et c'était une joie pour nous, parce que les enfants de mon quartier n'allaient nulle part pendant les vacances, ils restaient au quartier, et nous on avait la chance de voyager, hein, de faire une traversée de 8 à 10 jours, et c'était simplement un bonheur. Et quand on arrivait à Martinique, c'était un bonheur de raconter aux cousins et aux cousines la traversée, puisque eux aussi ne sortaient pas de la Martinique. Et j'ai eu une belle enfance que j'ai eu envie de raconter à travers mon premier roman, donc Vinivant. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une grand-mère qui tenait une boutique au Terre-Saint-Ville. Et chaque vacances, eh ben, j'ai passé des jours avec elle. Et j'ai compris la vie
en fait, à Martinique, à travers la boutique. Les allées et venues, j'ai adoré les odeurs de la boutique, j'ai aimé tout cela, et ce qui m'a donné envie de venir vivre en Martinique. Et d'ailleurs, je voulais, toute petite, aller à l'école des Terre-Saint-Ville, où ma mère avait été scolarisée, et je voulais rester avec ma grand-mère pour rester en Martinique. Voilà. Et pourquoi l'école des Terre-Saint-Ville? Parce que c'était à côté de la boutique, tout simplement, et ma D'accord. mère avait été scolarisée là, donc j'avais envie de rester là avec ma grand-mère. Et mes parents m'ont dit, mais quand tu seras grande, quand tu seras majeure, à l'époque c'était 21 ans, tu pourras revenir, mais pour l'instant c'est Marseille. Mhm. Donc tu as vécu en fait toute ta scolarité Oui, à depuis la Marseille. maternelle. Enfin, je suis arrivée, j'avais 2 ans, 2-3 ans à Marseille. J'ai connu l'école maternelle jusqu'à l'université. Et c'est une ville que j'ai beaucoup aimé les habitants eux-mêmes, et beaucoup aimé également tout ce qu'on appelle la multiculturalité, parce que j'avais des petits copains en classe qui étaient italiens, qui étaient espagnols, des pieds noirs. J'avais également des maghrébins, tunisiens, marocains, algériens. Et ça, c'était très riche au niveau culture. Et chaque fois qu'il y avait des fêtes, ben, j'étais associée à ces fêtes-là. Et j'ai appris même quelques mots en arabe aussi, à force d'entendre les enfants parler. Et j'ai aimé cette enfance-là parce qu'elle était variée. Et j'avais en plus, quand je venais en Martinique, ben, l'enfance martiniquaise. Et quand je revenais de vacances, ben, je ramenais dans mes bagages de la confiture que ma grand-mère confectionnait. Et je faisais goûter aux enfants toutes sortes de confitures aussi. Et eux, en échangeant, ils faisaient goûter des gâteaux maghrébins aussi. Donc j'adore la cuisine maghrébine, j'adore le couscous parce que j'ai appris justement à le faire avec les mamans de mes copains et copines. Mhm. Donc une belle enfance, une enfance riche. Je ne m'ennuyais pas parce que j'avais une panoplie de choses à voir et à raconter, à enregistrer. Mhm. Je crois savoir aussi que ton père en fait a inculqué une philosophie de vie qui t'a amené à explorer et à tout oser. Oui, alors bien évidemment, à l'école, on était victime de racisme, hein, j'ai envie de dire comme dans tous les pays, quand on est différent, tout simplement. Et mon père me disait souvent: «Sois fier de ce que tu es et n'aie pas peur d'être la première de la classe». Il me disait souvent: «L'éducation va permettre d'atteindre les premières marches». Il fallait toujours que je vise plus haut, et j'ai toujours grandi comme ça, que ce soit en sport, hein, j'ai fait beaucoup de sport aussi très jeune. Les compétitions, mon père me disait toujours: Tu as du potentiel, vas-y, tu peux réussir». Et j'ai grandi avec ça, avec mes frères et sœurs, de cette façon-là. Et mon père me disait souvent: «Tu as un cerveau comme tout le monde, tu as 2 mains comme tout le monde, profites-en, n'aie peur de rien». Voilà. Et je me souviens quand j'ai appris à conduire, quand il m'a appris à conduire, sur les quais à Marseille, on n'était pas loin du port, et il avait une 404 avec des vitesses manuelles. Et il me disait: «La voiture, c'est toi qui la maîtrises». Il m'a donné mes premiers cours de conduite, et quand j'ai eu l'âge d'aller à l'auto-école, le moniteur m'a regardé, il m'a dit: «Mais vous savez déjà conduire?» Et je lui ai dit: «Oui, un petit peu». Et en fait, au premier cours, il m'a dit: «Bon, ça va, j'ai rien à vous apprendre, vous connaissez tout». Et j'ai eu mon permis du premier coup sans aucun problème. Mhm. Parce qu'il m'avait surtout dit: «C'est toi qui maîtrises la voiture, et c'est dangereux une voiture, mais c'est toi qui la maîtrises». Et le code, j'ai eu le code premier coup haut la main, sans aucun problème. Voilà. Mhm. J'ai toujours grandi avec une dynamique comme ça, de se dépasser, que j'étais capable surtout. Voilà. Tout le monde est capable, ou à arriver à donner les moyens d'y arriver. Mhm. Et c'est quelque chose que tu essaies de transmettre aussi à ceux Tout qui à fait, t'entourent, oui, 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 oui. Mhm. Que tu utilises dans tes fonctions, parce que tu as eu aussi un parcours assez riche. Alors j'ai eu la chance d'être guidée aussi par des personnes qui croyaient en moi, et qui me disaient de ne pas rester au stade où j'étais, d'aller plus loin, de continuer mes études, d'essayer d'atteindre le plus haut niveau. Et c'est comme ça que j'ai été guidée. On n'est jamais, j'ai envie de dire, sûr de son itinéraire, sa trajectoire de vie. Et ces personnes m'ont guidée, et j'ai suivi effectivement leurs conseils, ce qui m'a amenée à reprendre mes études et à aller jusqu'au doctorat, justement. Mhm. Alors que certains camarades de promotion sont restés en maîtrise, ils ne sont pas allés plus loin que la maîtrise, se contenter de ça. Moi, mes profs m'ont toujours dit: «Non, non, non, toi, tu continues, tu peux y aller». Voilà. Et malgré mes grossesses, bon, j'ai continué. Et c'est simple, mes filles m'ont tellement vu lire, quand elles ont commencé à tenir un livre en main, elles le tenaient peut-être à l'envers, mais elles me disaient: «On fait comme maman». C'est le goût de la lecture aussi que je leur ai donné, parce qu'on m'a donné le goût de la lecture aussi. Mhm. J'ai essayé de reproduire ce qu'on m'a inculqué. Et mon père m'a toujours interdit de lire des bandes dessinées. Parce que pour lui, la bande dessinée, c'était pas le summum, qu'il fallait lire un livre, un véritable livre.
Et ça m'est resté gravé dans la mesure où, même adulte, je n'ai jamais acheté une bande dessinée. Jamais arrivé à passer ce cap. C'est longtemps après que je me suis dit, non, il faut quand même que je dépasse ça, et que j'ai osé acheter une bande dessinée. Tellement c'était ancré dans mon inconscient qu'il ne fallait pas lire de bande dessinée. Voilà. Et tu as des livres de chevet que tu gardes Oui, j'ai précieusement. une montagne de livres, parce que j'ai ma boulimie de lecture me pousse à commencer plusieurs livres en même temps. Je les termine, je les termine tous, mais je commence toujours. Je suis curieuse et je les reprends au fur et à mesure pour arriver à les terminer. Voilà. Et je ne m'endors jamais le soir sans lire. Même si c'est un quart d'heure, mais je lis tout le temps en permanence. Et quand je voyage, j'ai la chance de voyager souvent, et je lis un livre à l'aller, au retour, j'ai terminé. Et pas de film dans l'avion? Très peu, très peu. En général, je lis énormément. Et comme je choisis bien mes lectures, je suis souvent passionnée par ce que j'ai en main, donc j'arrive au bout. Voilà. Il y a un auteur qui t'a marqué? Plusieurs auteurs, mais le dernier livre qui m'a vraiment marqué et bouleversé, c'est Imani Dalila Daniel, Zahir et Théophile. Une histoire dans le cadre de l'esclavage, une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, mais qui m'a marqué. Voilà. Il y a des ouvrages comme ça. Hein. Des fois, je reviens dessus aussi. De peur en fait d'avoir raté quelque chose? Voilà, oui. Je savoure davantage peut-être. Oui, peut-être aussi. Des fois, je vais vite pour arriver au bout, et puis après, je reviens en arrière pour savourer. Voilà. Donc, on va parler maintenant d'Arlette, écrivaine. Hein. Effectivement, tu en as parlé. Donc, le premier ouvrage en 2015, qui raconte l'histoire de la boutique de ta grand-mère, dans laquelle tu travaillais quand tu venais en vacances. Je m'amusais plutôt. C'est pas vraiment un véritable travail, je m'amusais plutôt. Oui. Tu t'amusais à servir les clients? À servir les clients, oui, à jouer avec la balance, à mettre les poids. Et les bonbons dans tout ça? Les bonbons, voilà, à manger des frozen, à manger tout ce qu'il n'y avait pas dans l'Hexagone, voilà, ce que je découvrais, les fruits notamment. Voilà. Et tu avais aussi des relations privilégiées avec elle? Oui, parce que c'était ma grand-mère déjà. Je ne la voyais pas tout le temps, puisque tous les 2 ans que je la découvrais. Et elle me racontait beaucoup d'histoires. Il n'y avait pas de télé à l'époque, hein, donc le soir, elle me racontait des faits d'actualité. L'affaire Marny, par exemple. Elle me racontait la Vierge du Grand Retour. Du Grand Retour. Elle me racontait des faits d'actualité, la première sécurité sociale, comment c'était arrivé, les cyclones, elle-même sa propre enfance aussi. Voilà. Et ça me passionnait. Voilà. C'est génial. Et tu as aussi donc obtenu un prix littéraire pour ta nouvelle? Alors c'est toute une histoire. Hein. C'est comment je suis venue à l'écriture, simplement. J'ai fait une rencontre, hein, comme on fait toujours dans sa vie, qui a été capitale pour moi, c'est Pierre Pinali. Pinali, oui. Voilà, feu Pierre Pinali. Et je travaillais au Conseil général à l'époque, et j'avais rencontré au sujet d'un dossier culturel qu'il avait à présenter. Et en parlant avec lui, il m'a regardé, il m'a dit, mais ça vous vient d'où cet accent marseillais du Sud? Alors je lui ai dit, de Marseille, et je racontais un petit peu ma vie. Et là, il m'a dit, mais c'est une très belle histoire, vous devriez la raconter. Et moi, je lui ai dit, mais je ne suis pas écrivain. Et il m'a dit, mais on n'est pas écrivain, on le devient. Simplement, on prend un stylo et un crayon, on devient écrivain. Et je lui ai dit, bon, comme ça. Et il m'a dit, pour vous guider un petit peu, préparez un concours de nouvelles. Il y en a souvent, regardez dans le France-Antilles, il y a souvent des concours de nouvelles. Faites un concours de nouvelles, vous allez prendre goût à l'écriture. Et il m'a dit, vous savez, quand vous écrivez, c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Et il m'a dit, quand vous écrivez et que vous arrivez à sourire de ce que vous écrivez, c'est gagné. Ça veut dire que le lecteur va aimer ce que vous écrivez. Bon, je l'ai écouté, mais sans être persuadée. Et puis, j'ai continué mon petit bout de chemin. Et un jour, effectivement, j'ai ouvert le France-Antilles et j'ai vu un encart, concours de nouvelles. Donc, j'ai découpé l'encart. Et quelques jours après, je l'ai lu. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, comme ça. Et il fallait écrire, je crois, 3 pages dactylographiées. Et je me suis dit, bon, comme je vais partir à Marseille quelques jours après, pendant le voyage, je vais écrire ça. Et puis, effectivement, je me suis mise à écrire. J'ai pris du plaisir, comme il a dit. J'ai relu plusieurs fois, j'ai structuré. Et puis, quand je suis arrivée à Marseille, j'ai mis dans mon sac, simplement. Et puis, au retour en Martinique, j'ai ressorti mon papier, je l'ai relu. Il fallait le remettre, je crois, 1 mois après. Je l'ai relu et j'ai envoyé ma nouvelle. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai rien reçu comme réponse. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé ça nul. Et puis, j'ai continué ma vie. Et un jour, je reçois une grande enveloppe chez moi, et quand j'ouvre l'enveloppe, on me dit, vous avez remporté le premier prix de la nouvelle. Je dis, ah bon? Il fallait aller récupérer la nouvelle à Bordeaux, Académie de littérature de Bordeaux.
Alors j'aurais répondu que je ne pouvais pas, que j'habitais à Martinique. Et ils m'ont dit, bon, c'est pas grave, on vous enverra votre médaille, votre diplôme et tout. Et j'ai reçu tout ça. Et j'ai appelé Pierre Pinali et je lui ai annoncé la nouvelle. Il était très heureux et il m'a dit, eh ben, envoyez-moi votre nouvelle que je puisse la lire. Il a lu et là il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, prenez cette nouvelle, faites-en un roman. Alors j'ai dit, Monsieur Pinali, je ne saurais pas comment faire. Il m'a dit, non, vous vous lâchez, vous écrivez tout ce que vous avez à dire. Et je lui ai dit, mais comment je saurais structurer les paragraphes, les chapitres et tout? Il m'a dit, non, en fait, comme vous avez envie de faire, comme ça vous vient, prenez quelques romans, regardez comment ils sont structurés, vous choisissez un modèle, faites comme ça. Et je lui ai dit, mais oui, mais le style d'écriture, il m'a dit, le style vous appartient. Et tout le monde marche d'une façon, rit d'une façon, mais vous écrivez d'une façon, c'est ça votre style. Et je lui ai dit, je me souviens, je lui ai dit, et comment je saurais que j'ai terminé? Et il m'a dit, à un moment, vous allez mettre un point, ce sera le point définitif. J'ai dit, bon, comme ça. Et puis j'ai commencé effectivement à écrire. Parallèlement, je rédigeais ma thèse de droit public. À un moment, j'ai mis le roman de côté. Hein. Et puis, j'ai repris à un moment aussi. Et puis, malheureusement, il est décédé entre-temps. Mais j'avais eu l'occasion de lui lire des passages quand même. Il m'avait un peu conseillé. Et j'ai continué à écrire. Et je lui ai rendu hommage donc, dans la préface. Et un jour, effectivement, en écrivant chez moi, à 2 heures du matin, j'ai souri effectivement un moment. Et je me suis dit, M. Pinali a bien raison. Ça veut dire que j'ai pris du plaisir à écrire. Et je me suis dit que ce M. Pinali, il avait bien raison. Tout ce qu'il m'a dit, ça s'est révélé. Et j'étais très contente, effectivement, d'avoir terminé ce premier roman, qui a eu vraiment un retour très positif de la part de mes lecteurs. Et j'ai eu des retours vraiment touchants de personnes qui, parce que je raconte le voyage à bord du Colombie, qui ont emprunté le Colombie, et quand ils ont lu les premières pages, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, parce que ça les a ramenés à leur propre enfance. Et beaucoup de gens sont reconnus à travers le message que je voulais passer. Ah, c'est génial, c'est génial. Oui. En fait, c'est marqué de ce qui s'est passé. Voilà. Et garder des traces. Oui. Donc dans l'oralité, en fait, l'oralité, ça se perd. Et j'avais en plus fait lire, comme M. Pinali n'était plus là, quand j'ai terminé, j'ai fait lire l'ouvrage à Patrick Chamoiseau, que je connaissais. Et j'ai dit à Patrick, dis-moi vraiment si c'est bien ou pas. Et Patrick m'avait fait un retour en me disant, c'est une histoire qui va plaire à tous les Martiniquais, d'où il se trouve dans le monde entier. Et il m'a même dit, même au-delà de la Martinique. Il m'a dit, la boutique, c'est universel. Voilà. Et effectivement, ce qu'il a dit, ça s'est révélé juste. Voilà. D'où un deuxième roman en 2019. Alors, le lien entre le premier et le deuxième roman, c'est toujours la Martinique, hein, la Martinique profonde. Et j'ai eu l'occasion d'offrir mon livre à une personne âgée, donc à Suzanne, à l'héroïne de mon deuxième roman. Elle était à l'EHPAD Imaventura. Elle a lu, elle a beaucoup aimé, et elle s'amusait à lire des passages aux résidents. Elle est dans les chambres, elle lisait des passages. Et un jour, en allant lui rendre visite, elle m'a dit « Toi qui sais écrire, pourquoi tu n'écrirais pas mon histoire ?» Alors j'ai dit « Ton histoire, Suzanne ?» Et elle m'a dit « Oui, parce que j'ai connu l'Ouvroir. Beaucoup de Martiniquais ne connaissent pas l'Ouvroir, ne savent pas qu'il y avait un orphelinat à Martinique, où se trouve la mairie de Fort-de-France actuellement, boulevard Général de Gaulle. » Et elle m'a dit « Je voudrais rendre hommage aux religieuses qui m'ont élevée, mais également au personnel d'Imaventura, qui m'a accompagnée toute ma vie. Et les gens ne savent pas quelle relation il y a entre les résidents et le personnel. On s'imagine que les gens sont dans des chambres et puis c'est tout, mais il y a une relation humaine qui se crée, il y a une amitié qui se crée aussi. Et elle m'a dit, j'ai été invitée à tous les baptêmes des enfants, à toutes les communions, j'avais toujours un morceau de gâteau, j'avais toujours des dragées, j'avais toujours quelque chose. Et elle m'a dit, si je suis arrivée à vivre aussi longtemps, parce que j'ai eu beaucoup d'amour de la part du personnel, et je voudrais leur rendre hommage. Et puis je me suis prêtée au jeu, je dis pourquoi pas. Et puis tous les samedis, je passais la voir et je l'enregistrais. Elle me racontait des petits bouts, des fois plus longs que d'autres, ce qu'elle avait bien envie de me dire aussi. Et puis j'ai structuré le livre comme ça. Et elle m'a simplement demandé de mettre Suzanne en titre et mettre sa photo. Voilà. Et malheureusement, bon, elle est décédée avant la sortie du livre, mais elle a eu le temps de lire des passages. Et elle m'a surtout dit, il ne faut pas que ce soit triste, parce que je ne suis pas une personne triste, j'ai toujours le sourire, donc il faut mettre un peu une petite histoire d'amour dedans, il faut mettre des petites choses. Et j'ai beaucoup ri avec elle quand elle me racontait tout ça. Mais en même temps, c'est une relation d'intimité. J'entrais en relation avec elle. Elle m'apprenait beaucoup de choses aussi. C'était vraiment un moment très fort entre nous deux. Et puis, je lui ai dit, non, je te promets de terminer le livre. Il va être publié. Voilà.
La promesse a été faite, voilà. C'est un livre vraiment très émouvant parce que quand on lit l'histoire de Suzanne orpheline et ce qu'elle a fait de ses fragilités, son histoire d'amour avorté, enfin, Oui, oui. c'est quand même C'est quelque une leçon chose. de résilience aussi Ouais. qu'elle nous donne. Et elle m'a surtout dit, souvent elle me disait, tu sais, les gens ont des familles, mais souvent ils sont fâchés avec le frère, la sœur, pour des pécadilles. Moi qui n'ai personne, je dis souvent aux gens, réconciliez-vous. Vous avez la chance d'avoir des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Soyez en harmonie avec vos parents. Ne soyez pas fâchés pour une broutille. Et souvent, elle disait ça. Et elle me disait, tu vois, moi j'aurais aimé avoir des frères et sœurs, j'aurais aimé avoir des cousins, des cousines. Et quand j'arrivais à l'EHPAD, elle me disait, tu vois le jeune homme qui est là, eh ben, c'est mon neveu. La fille qui est là, c'est ma cousine. Elle s'inventait des parents, Mm. voilà. Mais elle était vraiment avec le sourire tout le temps. Et l'amour qu'elle n'a pas eu de la part de sa famille, elle a eu de la part du personnel. Et souvent, quand elle avait des visites, eh ben, elle s'incrustait dans les visites. Elle venait aussi à côté des parents. Elle se présentait. Elle se présentait et finalement, à la visite suivante, eh ben, on venait la chercher dans sa chambre. Et elle participait également. Voilà. Mm. Tu as fait beaucoup de rencontres dans ta vie de personnes Oui, comme de belles ça. rencontres, belles Mm. rencontres. Oui, oui. D'où ça te vient, selon toi? Pourquoi, en fait, dans ton parcours, tu as pu rencontrer des gens comme ça qui étaient des pépites ou qui t'ont éclairé, qui t'ont... Ben, peut-être que c'était, comme on dit, mon chakra. Hein. Ces gens-là étaient là sur ma route, que je les rencontre, tout simplement. Je crois aussi savoir qu'il y a un troisième ouvrage Oui, alors qui est qui est presque à terminé, venir. voilà. Toujours sur la Martinique, je suis Voilà. attachée à Martinique. Et tous mes ouvrages ont un titre en français et en créole, un Mm. titre en créole ou en français. Là, le troisième ouvrage, c'est sur le lycée Solcher, voilà. Et le sous-titre, c'est Ichmoin, lycée Solcher. Ce que disaient souvent les parents, avec beaucoup de fierté. Mm. Voilà. Et cet ouvrage, donc, je l'ai commencé il y a 3 ans, juste après avoir terminé Suzanne. Et le confinement m'a rattrapée, puisque je n'ai pas pu faire faire des interviews avec tous les gens que j'avais listés. J'ai fait beaucoup d'interviews par téléphone. C'était un peu frustrant. Mais en même temps, il y avait une intimité aussi avec les personnes, notamment des personnes très âgées. Et j'ai beaucoup aimé cette période-là, où tout le monde était à la maison et où on a cheminé au fur et à mesure. Et où je rappelais les gens me rappelaient pour me dire j'ai oublié de te dire telle chose. C'était très intéressant. Et puis, bon, là, je suis arrivée à mettre un point et à me dire bon, j'écoute plus personne, je termine, sinon je n'ai jamais terminé ce livre. Parce que c'est une richesse. Alors, j'ai appris beaucoup de choses parce que je n'ai pas été élève au lycée. Mhm. Ça surprend beaucoup les gens quand je leur ai proposé une interview. Je n'ai pas été élève, je n'ai pas été enseignante, je n'ai pas été pion, je n'ai pas été personnel administratif, mais j'ai eu envie de mieux connaître ce lycée, de Mhm. comprendre surtout l'attachement des Martiniquais pour ce lycée, ceux qui ont qui ont eu la chance de le fréquenter, même ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, qui avaient envie d'y entrer. Et j'ai eu des témoignages merveilleux, très touchants, très émouvants, de gens qui ont chanté, qui m'ont dit des poésies, qui ont qui ont été imprégnés du lycée, et des femmes et des hommes aussi, des enseignants. Vraiment un livre rempli de témoignages. Et on me dit souvent comment j'ai eu cette idée-là. Alors simplement, mon époux était élève au lycée, m'a toujours parlé de l'internat, Mm. avec une certaine, pas nostalgie, mais en me disant que c'est la meilleure période de sa vie, c'est l'internat. Dès qu'on passait près du lycée Solcher, mais tu vois, j'étais là. Oui, comme pour beaucoup. Quand mes Oui. filles sont nées, les a emmenées, là, papa était là. Donc c'est resté. Et je lui ai fait me raconter un peu. Et puis l'idée m'est venue surtout le jour où j'ai organisé une visite de chantier avec des ingénieurs territoriaux. Et les travaux avaient commencé. Et là, j'ai vu tous ces ingénieurs qui sont arrivés devant le lycée et qui ont commencé à raconter leurs souvenirs, à toucher les murs, à se poser et à dire j'étais appuyé là, je me mettais là, je jouais au football là. Il y a eu une émotion. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit ah non, il faut que j'écrive ça. Et j'ai rien dit à personne, j'ai écouté. Et de retour chez moi, j'ai dit à mon époux bon, je crois que je vais faire mon 3e roman sur ça. Et il m'a dit ah oui, oui, je fais la liste des gens que tu dois rencontrer. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là et j'ai continué. J'ai lu bien sûr beaucoup d'ouvrages qui parlaient du lycée, mais qui ne sont pas consacrés uniquement au lycée,
Puis parler du lycée, d'autres choses aussi. Et je me suis imprégnée de tout ça. Et j'ai commencé à rencontrer des gens. Et on m'a dit, va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel. Et j'ai fait ça. Toutes mes vacances, j'ai consacré à ça. Et le confinement est arrivé, donc le téléphone a joué, aussi par mail. Et j'ai même fait un questionnaire, parce que certains voulaient des questionnaires, j'ai fait un questionnaire. Et j'ai commencé à entrer dans le lycée, à l'habiter même, à voir en fermant les yeux les différents bâtiments, à regarder des photos aussi, à regarder tout ce qu'il y avait comme film sur le lycée. Et j'étais passionnée et voilà, j'ai cheminé. Et puis j'ai commencé à collationner, après j'ai commencé à élaguer un peu les questionnaires. Et puis voilà, puis à un moment je me suis dit, bon ben j'arrête, le livre sera comme il sera, voilà. Et puis j'ai eu beaucoup de tristesse aussi à voir partir des personnes que j'avais interviewées, qui attendaient le livre justement. Et bon, c'est la vie aussi, mais en même temps je me dis que j'ai la richesse d'avoir leur témoignage, voilà. Que tout là-haut, ben, ils seront contents de voir que le livre est terminé. Voilà. Donc une date de sortie? À la rentrée de septembre. Ah, super. Alors pas à la rentrée même, mais je pense Mmh. fin septembre, début octobre. Voilà. Mmh. On va aussi parler du regroupement, enfin du groupement d'auteurs que tu as mis en place, Oui. Les Sages. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors Sage, S-A-J, simplement nos prénoms. Alors S, c'est Sabine Andrivaux-Milton, l'historienne que tout le monde connaît. A, ben, c'est moi-même, Arlette. Et J, c'est Jala, Janine Lafontaine. Alors, nous nous sommes rencontrés simplement à la librairie antillaise que tout le monde connaît. Et un jour, toutes les trois. Et on s'est regardés, on s'est dit, on a discuté, échangé. Et on s'est dit, mais si on faisait quelque chose ensemble, comme ça. Et on s'est dit, nous sommes trois aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'auteurs en Martinique. On a regardé tous les livres qui étaient là. Et on s'est dit, mais on ne se connaît pas. La Martinique, c'est petit, mais on ne se connaît pas, on ne sait pas qui écrit, qui n'écrit pas. Et c'est parti comme ça. Et on s'est dit, ben, on va demander à la ville de Fort-de-France, tous les trois on était sur Fort-de-France, de nous mettre un espace à disposition, en l'occurrence l'espace Camille Darcière, pour recevoir les auteurs en période de Noël. La ville a dit oui tout de suite, on a demandé des tables et des chaises simplement. Et on a nous-mêmes, hein, les auteurs que nous connaissions, on leur a demandé de venir. On s'est retrouvés avec peut-être une vingtaine d'auteurs ce jour-là. Et beaucoup de gens sont venus nous rencontrer, étaient très contents de voir que cette initiative avait été mise en place. Et puis de petit en petit, on a grossi. Nous sommes aujourd'hui plus de 65 auteurs vivant en Martinique. Et alors il y a la littérature enfant, littérature jeunesse, il y a des romans, des essais, des bandes dessinées et des jeux. Et des contes aussi. Donc c'est très riche, de tous âges. Et aujourd'hui, on s'est structuré en association, les auteurs de Martinique, LAM, les auteurs de Martinique. D'accord. Et nous essayons donc d'investir, on a 5 ans d'existence, on essaye d'investir tous les lieux où on peut lire. Alors, pas nécessairement dans une démarche commerciale, mais une démarche de se faire connaître et de partager nos œuvres, tout simplement. Alors, nous envahissons les centres commerciaux, nous lisons également en télé, en radio, quand on nous offre l'opportunité. Et on va dans les EHPAD aussi. Nous allons également sur les lieux publics avec des contes. On essaie d'animer l'espace public. Beaucoup de gens sont surpris de constater qu'il y a autant de gens qui écrivent, et en français, en créole, en anglais, en espagnol et en braille, parce qu'on a un auteur qui écrit en braille aussi. Et nous avons une fois envahi les jardins de l'ancien palais de justice, mais également les jardins aussi de l'ancienne mairie de Fort-de-France. Et il y avait un bateau ce jour-là, des croisiéristes qui sont arrivés, qui allaient voir le bureau d'Aimé Césaire, qui sont restés discuter avec nous. Et quand ils ont vu les ouvrages en français, en anglais et en créole, ils étaient très contents. Et on avait eu des touristes canadiens qui ont acheté tout le stock de livres de l'auteur en question, parce que ces touristes recherchaient justement des ouvrages en anglais et en français. Ils ont été ravis de trouver ça sur place et ont vraiment tout acheté. Et là, ça nous a donné envie d'aller plus loin encore et de faire connaître nos ouvrages sur le net aussi. Donc on a une page Facebook dédiée et on a des descriptions chaque fois d'ouvrages sur la page Facebook. Chaque auteur se présente. Ça donne de la visibilité à tous les auteurs en fait, tout à fait, présents. Voilà. Alors nous avons par ce biais-là participé au Salon du Livre à Paris. Alors tout le monde ne peut pas y aller bien sûr, mais on a fait une délégation. Et en étant sur place à Paris, on a eu une invitation avec une grande surprise du Bénin. Le ministère de la Culture du Bénin était présent sur le salon. Ils sont venus à notre rencontre pour nous dire on a une histoire avec la Martinique,
on aurait aimé vous inviter à notre premier festival au Bénin, à Cotonou, en 2019. Donc je suis partie avec 6 auteurs. On a formé une délégation. On a été reçus vraiment tapis rouge. Et c'est extrêmement intéressant. On a eu des auteurs de tous les pays africains, notamment de la Guadeloupe aussi, de Mayotte, de la Réunion. Et c'était extrêmement riche. On a partagé ce moment, c'est une semaine, ce moment avec eux. Et on a même eu un atelier d'apprentissage de la langue fon, la langue la plus Mhm. usitée Au au Bénin. Bénin. On a visité, bien sûr. C'est très intéressant. Mhm. Et ça nous a rapprochés, effectivement, des Béninois qui sont venus par la suite à Martinique. On a échangé nos livres aussi. C'était vraiment un très grand moment. Et après ça, on a été invités dans d'autres festivals. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, on va remettre ça plus tard. Là, on est invité à nouveau en janvier au Bénin. Mhm. Parce qu'ils se projettent encore sur un deuxième festival. C'est génial. Mhm. Et il nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aurais encore 2 questions. De quoi as-tu envie aujourd'hui en termes d'inclusion, de résilience et de valeur pour la Martinique? Moi, ce que j'aurais aimé également, ce qu'il y ait un apaisement. On voit beaucoup de violence aujourd'hui, euh, de violences liées à la drogue, au trafic de drogue, liées au trafic en tout genre, d'armement, etc. Mais j'ai envie de dire, j'aurais envie d'apaisement, d'une société beaucoup plus tournée vers euh, la rencontre des uns et des autres. Et quand je dis apaisement, c'est-à-dire beaucoup d'amour dans les cœurs et qu'on ait un peu moins de ressentis négatifs, qu'on apprenne à vivre ensemble et que l'on puisse partager des lectures, justement, beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui, parce que je pense qu'à travers la culture, on peut se retrouver et être apaisé. On a besoin de soigner nos blessures, et moi je pense fortement à l'écriture comme médicament. Mhm. Comme médicament, parce que la lecture apporte justement cet amour, l'amour du livre, l'amour du contenu aussi. Les messages passent plus facilement que peut-être des messages placardés. Et j'ai envie de dire qu'on devrait avoir une relation aussi apaisée avec nos aînés, ne plus les mettre carrément, les déposer en EHPAD, mais prendre soin d'eux. Et dans ce livre, Suzanne, c'est la volonté aussi de Suzanne, qu'on puisse dire que même si on a mis papy et mamie en EHPAD, on va les voir. Même si on a des voisins en EHPAD, on va les voir aussi. On n'oublie pas nos anciens, ils sont importants pour nous, et on a une espérance de vie qui est plus longue aujourd'hui, mais il ne faut pas que nos aînés soient dans un mouroir. Il faut au contraire qu'ils soient entourés d'amour. Il faut partir dans, Mm. j'ai envie de dire, c'est une belle trajectoire. Sûr. Voilà. C'est sûr. Et deuxième question concernant les jeunes. Ils semblent de moins en moins enclins à partir faire des études ailleurs et aller à la rencontre d'autres cultures. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense au contraire, il faut les laisser partir pour mieux revenir. S'ils ont fait le choix de rester ailleurs, ils peuvent rester ailleurs aussi. Aujourd'hui, avec le net, on est partout, hein. On voit bien qu'on peut être en contact des gens du monde entier à travers la toile. Donc il faut au contraire s'ouvrir aux autres. Et s'ouvrir aux autres permettra justement d'éliminer tous ces, j'ai envie de dire, ces handicaps que l'on se met, que l'on se pose. Et cette violence-là sera beaucoup plus apaisée. Euh, Faire connaissance aussi, ça amène cette faculté de dire je suis différent mais j'existe. Et accepte-moi comme je suis. C'est ça, je pense, la richesse de demain et la richesse de la jeunesse. J'ai eu entre les mains récemment un ouvrage écrit par des jeunes de la MEP. Ils ont osé écrire un petit fascicule qui s'appelle Black Tulip, qui est très bien fait. Ils ont été accompagnés par leurs enseignants. Et eux qui n'aimaient pas la lecture, qui n'aimaient pas le livre, eh bien, sont tombés en amour, comme on dit au Canada, tombés en amour du livre et ont réussi à écrire. C'est une très belle histoire sur les réseaux sociaux et sur tout ce qui est le hacking, justement. Et c'est un livre, moi j'ai trouvé passionnant. Et je leur ai fait un retour de cet ouvrage, de ma lecture. Et ils ont été vraiment émerveillés de voir que moi, je pouvais apprécier leur écriture. Et je les ai encouragés à aller plus loin. Mm. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter pour la suite, Arlette? Et bien la santé pour écrire encore, Mhm. parce que j'ai beaucoup de projets d'écriture. Alors pas seulement sur la Martinique, là je vais m'ouvrir aussi à autre chose, mais je trouve que l'écriture, ça devrait être à la portée de tout le monde, et tout le monde devrait oser dire, oser écrire pour se révéler. Merci pour ce témoignage, Arlette. Merci Karina.